Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo qui pourrait s'intituler Est-ce qu'on est tous concernés et est-ce qu'on est tous PN? Parce que parfois, moi, je reçois des gens qui me disent mais est-ce que c'est pas moi le PN et tout ça? Donc, non, déjà, tout le monde n'est pas PN, mais est-ce qu'on vit dans un monde de pervers narcissiques? C'est possible. Donc, on va un petit peu travailler autour de ce sujet pour aller aussi tordre le cou un petit peu à des idées reçues et parfois aussi d'ailleurs des petites réactions un peu épidermiques pour se protéger. Alors, on entend beaucoup parler de PN et on peut penser que c'est un terme galvaudé. Alors, je vais quand même vous montrer un livre. Ça s'appelle L'heure des prédateurs. Ça veut bien dire quand même qu'éventuellement, on est probablement dans une période où on en croise beaucoup et où en tout cas la prédation, y compris d'ailleurs au niveau géopolitique, se met en place. Alors, c'est vrai que le terme de PN, en tout cas, est un peu controversé parce que il ne se trouve pas dans ce qu'on appelle le DSM, c'est-à-dire que c'est un peu la référence en termes de catégorisation des pathologies psychologiques et mentales. Alors, par contre, dans ce même DSM, on va trouver le trouble de la personnalité narcissique qui, lui, se caractérise par des traits comme la mégalomanie, du besoin excessif d'admiration, du manque d'empathie, une tendance à exploiter les autres, qu'on va trouver chez le PN, mais c'est pas tout. Et là, en réalité, quand la personne est narcissique, justement, elle n'est probablement pas pervers narcissique parce qu'elle a peut-être un excès de confiance en soi. En réalité, quand on connaît bien les pervers narcissiques, ils ont faussement un narcissisme débordant. Voilà. Et c'est pas non plus, d'ailleurs, les PN, c'est pas très bien reconnu non plus au niveau juridique. Et quand les personnes ont des actions en justice à mener, il est rare qu'avec les avocats, on conseille d'évoquer ce terme-là parce que il y a une sorte de déni d'une part et peut-être que parfois ça a été un peu galvaudé et que du coup ça perd sa puissance. Voilà. Donc il faut vraiment, peu importe le terme, en tout cas, il faut plutôt se centrer sur l'étude des comportements et l'étude des conséquences sur la victime. Alors, il y a déjà plein de chaînes YouTube et plein d'articles sur la perversion narcissique. Et d'ailleurs, il y a aussi plein d'articles ou d'interviews qui dénigrent ce que vivent les victimes. Bon. Ce qui est sûr, c'est que quand on travaille avec des gens qui viennent consulter pour des relations difficiles, il y a vraiment une régularité dans les témoignages. Et à partir de cette régularité, on peut quand même extraire des typologies de comportement, quel que soit le nom qu'on y donne. Donc moi j'ai déjà fait des vidéos sur ce qu'on appelle les différents types de pervers narcissiques parce qu'effectivement, parfois, ils vont se comporter de façon prédominante plutôt d'une certaine façon ou plutôt d'une autre. Et parfois, dans les différents pans de leur vie, ils vont se comporter différemment. C'est assez amusant. Ils vont parfois endosser un- une posture d'un type de PN dans leur vie pro et une autre posture d'un autre type de PN dans leur vie personnelle. C'est OK et c'est pas figé en plus. Alors, quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, ça fait maintenant une bonne quinzaine d'années que je me documente, que je me forme, eh bien, à ce moment-là, on parlait d'environ 3% de la population qui peut-être souffrait de ce trouble de construction de la personnalité et du coup qui devenait pervers narcissique. Aujourd'hui, il y a certains spécialistes, notamment une américaine qui s'appelle le docteur Ramani, qui dit que dans les grandes métropoles, il y aurait peut-être 25% des gens qui souffriraient de désordre narcissique allant de comportements ou de mécanismes de défense un peu isolés à des personnalités entièrement structurées sur ce schéma-là. Donc, on peut voir que quand on est à 25% de la population qui, en tout cas, a des problèmes d'ego, on va dire, c'est qu'on vit dans une société qui est un peu malade. Bon, donc, il y a beaucoup de chaînes qui traitent des relations avec les PN, la plupart du temps, souvent dans les relations intimes. Mais il faut comprendre que ça touche toutes les sphères de notre vie et toutes nos relations. Ça va toucher les relations amicales, et parfois on ne le sait pas, les relations parents-enfants, à l'intérieur d'une fratrie.
il peut y avoir un enfant PN et un autre pas, et il peut y avoir des choses très douloureuses qui se jouent dans la fratrie, dans le couple, bien sûr, et même dans le travail, mais pas que dans le travail, dans les associations, dans les loisirs et bien sûr dans la politique. Donc il faut comprendre que tous nos champs de vie peuvent être affectés par des personnes qui dysfonctionnent et qui font dysfonctionner d'ailleurs le groupe et le petit système dans lequel elles agissent. Alors, dans notre société moderne, est-ce que on est entouré de pervers narcissiques? Bon, ça, c'est une vraie question. En tout cas, la perversion narcissique, elle est caractérisée par des comportements manipulateurs, des comportements égoïstes, des comportements destructeurs. Euh, donc, clairement, c'est mieux de pouvoir à la fois éviter d'entrer dans ces relations-là, et c'est mieux quand on y est de savoir soit comment les gérer, soit si on le peut, savoir en sortir. Donc, toutes les chaînes qui pourront aider les gens à mieux naviguer dans leur vie pour, d'une part, slalomer entre les PN, et parfois, il y a des endroits où il y a vraiment des nids à prédateurs, et où les gérer au mieux et où éventuellement arriver à s'en extraire, c'est quand même bien. Alors, dans les relations personnelles, quels sont les outils que les manipulateurs vont utiliser? Ben, ils vont utiliser justement la manipulation pour contrôler vraiment la pensée de leur proie. Et c'est incroyable, et ça peut aller par je t'interdis de penser. C'est-à-dire qu'en fait, comment voulez-vous être un individu si dans la famille dans laquelle vous vivez, on vous dit tu n'as pas le droit de penser? Il faut se rendre compte que ça va très très loin. Alors parfois, c'est fait de façon un peu plus subtile, on va dire, c'est-à-dire qu'en fait, par des techniques, le manipulateur va disqualifier la pensée de l'autre. Là, c'est carrément clairement affiché, tu n'as pas le droit de penser, ta pensée est disqualifiée, mais je te le dis ouvertement. Dans d'autres situations, la pensée de l'autre, elle va être disqualifiée par tout un tas d'actes très codifiés du PN. Il va y avoir de la dévalorisation, il va y avoir du contrôle, en particulier du contrôle financier, il va y avoir du contrôle de l'emploi du temps, du contrôle des fréquentations, du contrôle du type de travail auquel vous pouvez prétendre. Donc en fait, on se rend compte que ça met vraiment les gens sous une cloche, c'est pire qu'un plafond de verre, c'est vraiment une sorte d'enfermement invisible. Et ils vont créer en plus un état de dépendance émotionnelle. Et c'est ça qui est terrible, c'est qu'en fait, la personne qui va être mise sous cloche va en même temps espérer que celui qui justement la met sous cloche, eh bien, soit la personne aussi qui la valide et qui l'approuve et qui la mette en sécurité. Donc c'est là qu'on parle de relation d'emprise parce que c'est quelque chose qui ne va pas que dans un seul sens, c'est-à-dire que c'est justement l'aller et venue entre des moments de brutalité, de privation, d'autorité qui entraînent une soumission, et des moments éventuellement qui vont donner l'impression à la proie qu'elle peut compter sur cette relation et qu'elle peut y voir de l'espoir. Donc c'est ça qui fait une relation d'emprise. Donc, tous ces comportements vont avoir des conséquences dévastatrices sur la santé mentale et émotionnelle des victimes, sur leur santé financière et physiologique également. Et les victimes vont généralement se trouver avec une faible estime d'eux, un sentiment de confusion, et du coup, vont avoir du mal vraiment à penser qu'elles vont pouvoir s'affranchir de cette relation d'emprise. Voilà. Alors, ça, c'est dans la sphère personnelle. Maintenant, dans la sphère professionnelle, alors, j'ai des exemples tous les jours, hein. Ça peut être par exemple un supérieur qui, au lieu de vous nommer vous à sa place quand il part en retraite ou en congé maladie, va faire en sorte de nommer quelqu'un de nul pour le remplacer. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a envie d'être regretté. Et quelque part aussi, saboter le service et saboter vous, votre projet professionnel et saboter éventuellement tout ce qui viendrait en cascade, ça c'est vraiment à la limite. C'est pas que c'est pas grave, c'est que pour eux c'est bien. Faut se rendre compte que ils ont un logiciel de pensée qui est à l'opposé de ce que nous on appellerait du bon sens, d'accord?
Donc, ils vont par exemple aussi faire en sorte que dans un même service, les différents subordonnés s'entre-déchirent, par exemple. Pourquoi? Parce que c'est divisé pour mieux régner, ça marche très très bien. Et en plus, ce qu'on voit régulièrement, c'est qu'ils vont pas forcément toujours choisir la même proie. Et que quelqu'un qui a été la proie va devenir tout d'un coup un des loups de la meute contre la nouvelle proie en se disant, tant qu'on s'en prend à quelqu'un d'autre, moi je suis tranquille. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment problématique. Il y a beaucoup d'entreprises qui perdent énormément d'argent à cause de pervers narcissiques dans leur structure. Voilà. Donc, quelqu'un qui vit dans un service qui est dirigé par un pervers narcissique, eh ben, il va sentir de l'anxiété. Il va arriver au travail, par exemple, il va se mettre à pleurer quand il va mettre la main sur la poignée de la porte, ce qui est totalement incroyable. Quand on arrive au travail, on n'est pas censé se mettre à pleurer. Ils vont avoir une perte de confiance en eux. Ils vont être dans de l'anxiété. C'est-à-dire que, par exemple, quand quelqu'un va entrer dans le bureau, ils vont dire, ah, est-ce que c'est par hasard le chef et tout ça? Et ils vont avoir une baisse de leur productivité. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Donc que font les pervers narcissiques en milieu professionnel? Ils vont critiquer beaucoup les autres parce qu'ils vont croire qu'en critiquant les autres, ça va les valoriser eux. Ils vont minimiser les réussites des autres et augmenter leur propre réussite. D'ailleurs, on a des hommes politiques qui sont très très forts pour faire ça aussi. Ils vont isoler différentes personnes et en particulier ceux qui pourraient éventuellement les remplacer, ceux qui pourraient ouvrir les yeux des autres. Donc ceux-là, on va les isoler et on va vraiment essayer de les faire taire. Et en général, d'ailleurs, un pervers narcissique, il va essayer de disqualifier très très rapidement la personne qui pourrait faire tomber son système. Ce qui fait que quand la personne va vouloir ouvrir les yeux et la bouche, on va dire, ça va être trop tard, elle va être déjà disqualifiée, elle aura déjà fait des choses qu'elle va regretter ou qu'on va pouvoir lui reprocher, elle va déjà avoir eu un dossier contre elle. Voilà, donc c'est vraiment compliqué. Euh, le, le pervers narcissique dans un milieu professionnel, ça va donner ce qu'on appelle du harcèlement moral, hein. D'ailleurs, une des premières qui a travaillé sur les pervers narcissiques, elle appelait ça le harcèlement moral. C'était Marie-France Irigoyen, une grande psychiatre française. Et elle montrait bien, dans certains de ses exemples, le travail de sape, parce que c'est vraiment un travail de sape, au niveau du travail. Et ça va conduire les gens à plein de choses. Ça peut être éventuellement le burn-out, c'est-à-dire que le salarié qui va se dire, ah ben, je vais en faire plus pour être enfin reconnu, il va en faire tellement qu'il va s'épuiser. Ça peut être aussi le bore-out, c'est-à-dire qu'en fait, on va mettre le salarié dans un bureau où il n'aura pas d'ordinateur, pas de téléphone. On va lui enlever toutes ses missions importantes. Voilà. Donc, il y a plein de choses qui vont vraiment pouvoir découler de la présence d'un pervers narcissique au travail. Et en tout cas, ça va conduire à un épuisement émotionnel de la personne qui vit ça, parfois son arrêt de travail, voire même sa démission. Voilà. Alors, dans les structures de pouvoir, ces structures de pouvoir ne sont absolument pas exemptes, évidemment, de pervers narcissiques. Et malheureusement, justement, le pouvoir attire les pervers narcissiques. Donc, dans les entreprises, dans les gouvernements, dans les établissements scolaires, dès qu'il y a quelque part une sorte de hiérarchie, de pouvoir de l'un sur l'autre, de relations d'autorité, eh ben, ça va attirer des pervers narcissiques. Et les dirigeants narcissiques, ils vont chercher à renforcer leur contrôle et leur influence par des moyens manipulateurs, souvent au détriment du bien-être des individus et même du collectif. Donc, ils vont utiliser la propagande, ils vont utiliser la désinformation, ils vont utiliser l'exploitation de ressources pour maintenir leur position de pouvoir. Ils vont créer un climat de peur et de méfiance au sein de la société parce que la peur et la méfiance, eh bien, ça permet de maintenir le pouvoir. Alors, quelles sont les conséquences pour la société? Malheureusement, les conséquences de la perversion narcissique à grande échelle, elles sont profondes. Je pense qu'aujourd'hui, on le voit au niveau géopolitique. Chacun a le droit d'avoir son avis, mais en tout cas, clairement, il y a d'ailleurs des mots comme prédateurs qui sont utilisés, alors parfois peut-être par des bébés prédateurs par rapport aux prédateurs en chef, ça c'est une question de point de vue.
De dire que pour être entendu en ce moment, il faut être craint. On sait qu'il y a certains philosophes qui éventuellement ont dit que quand on en venait à devoir être craint, c'est qu'on était faible en réalité, et c'est pas qu'on était fort. Voilà, donc la désinformation, la propagande et tout ça, ça va créer une société désorientée et divisée. Et je pense qu'on le voit très fortement aujourd'hui. Une société désorientée, par exemple, quand il y a des injonctions paradoxales, quand un gouvernement va dire un truc un jour et le lendemain, il va dire exactement le contraire en préconisation ou en injonction, eh bien, en fait, ça va complètement faire perdre la boussole, y compris cognitive des gens. C'est-à-dire que les gens vont finir par ne plus être en mesure de penser. Voilà. C'est-à-dire que ça va déconnecter, en fait, le cerveau de sa capacité à penser. C'est fou, mais c'est comme ça. C'est d'ailleurs une technique d'hypnose, de faire en sorte qu'à un moment, le cerveau se déconnecte par un truc qui est imprévu, qui est inattendu, et où tout d'un coup, ça permet vraiment de venir s'infiltrer dans le cerveau de la personne qui, pendant l'espace de quelques instants, se trouve dans ce je ne comprends pas. Et dans ce je ne comprends pas, en fait, il y a moyen d'aller passer vraiment des messages. Donc, autant dans des séances d'hypnose avec un thérapeute qui a une éthique et une déontologie, ben, en fait, ça va permettre d'aider la personne à aller plus profondément en hypnose et à aller résoudre ses problématiques. Autant quand c'est en termes géopolitiques, eh bien, en fait, ça permet de faire passer des messages qui sinon auraient été refusés. C'est des techniques de manipulation qui sont très connues. Alors, qu'est-ce qu'on trouve du coup dans ces sociétés qui malheureusement sont gérées, on va dire, par des pervers narcissiques? Eh bien, il va y avoir beaucoup de corruption. Il va y avoir du népotisme, c'est-à-dire que on fait de la place à ses proches, et je pense qu'on a tous des exemples en tête, c'est-à-dire que c'est plus ni au mérite ni à sa valeur qu'on est promu, mais c'est selon les bonnes grâces et selon éventuellement un lien familial. Et tout ça devient monnaie courante et ça aggrave encore les inégalités sociales et économiques. Il y a ceux qui, quelque part, vont collaborer avec ce jeu pervers narcissique et il y a les autres. Et je pense qu'aujourd'hui, on voit vraiment, malheureusement, ce fossé se construire et on a beaucoup de mal pour l'instant, en tout cas au moins en France, à sortir la tête de l'eau par rapport à des comportements politiques nationaux et internationaux qui sont questionnants. Alors, comment reconnaître et combattre la perversion narcissique? Donc, ça va être important d'être vigilant, mais pas non plus dans l'hypervigilance parce que sinon on va s'épuiser, mais d'être vigilant face aux signes de la perversion narcissique, tant dans les relations personnelles hein, que dans les structures de pouvoir. Donc, la première chose, justement, c'est que les citoyens doivent être informés et éduqués. Et c'est aussi pour ça que je fais cette chaîne. C'est pour que les gens puissent s'éduquer sur ce que c'est que la manipulation, les abus de pouvoir. Il va falloir restaurer une transparence, une responsabilité, une participation active de la société civile pour lutter justement contre ces comportements. Et pour l'instant, on attend encore que ça émerge. Il y a de temps en temps des courants qui essayent de naître et qui malheureusement souvent sont un peu éteints, tués dans l'œuf. Euh, il va falloir aussi que des institutions indépendantes et des médias libres jouent un rôle dans la mise à jour, on va dire, de certaines réalités et dans le fait d'essayer de faire une promotion de la justice. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Ben, on en est arrivé là parce qu'on est dans une époque, hein, depuis, je dirais, la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une phase d'euphorie qui a conduit aussi après à une phase de tout est possible et du coup, on va arrêter de tolérer la frustration. Parce que la frustration, c'est quand tout n'est pas possible. Et donc, on a petit à petit élevé les gens dans une absence de frustration. Donc, ça veut dire que si quelque chose me frustre, bah, c'est pas très grave si je vais aller écraser la tête du voisin pour l'avoir. Donc, c'est quand même un peu embêtant. Ça va donner un individualisme forcené euh, et
peu importe les dommages collatéraux. Donc ça, on le voit, peu importe les dommages collatéraux, on est même prêt à faire des grands deals à échelle internationale, peu importe si certaines populations sont balayées, rayées de la carte, peu importe si on fait des échanges de territoire au gré du deal. Voilà. Dont d'ailleurs, parfois, l'objectif est ailleurs même que de résoudre le problème qu'on est censé résoudre. Donc, voilà. On est dans une société où l'avoir est devenu plus important que l'être. Il va falloir remettre l'être au centre de, des préoccupations. Et peut-être que c'est quand l'existence même de certains individus, de certains pays, de certains groupes va être compromise que finalement on va peut-être se réveiller et remettre l'être au-dessus de l'avoir. Et puis, comme on est dans des histoires de techniques de manipulation, eh ben, les médias ont des techniques de conditionnement à grande échelle. Donc forcément, ça a rendu les choses beaucoup plus propices en fait au développement de ces grandes manipulations à échelle sociétale. Voilà, alors, sans vouloir quand même casser le moral à tout le monde, hein, il y a quand même des techniques pour déjà au niveau personnel et professionnel s'en sortir. Et puis plus on est nombreux à être éduqués et à savoir comment agir, comment réagir, plus peut-être à un moment on pourra aussi peser sur le fonctionnement des petites institutions dans lesquelles on est au niveau local et puis peut-être à un moment même des plus grandes institutions, voire même au niveau national et espérons un jour aussi international. Voilà, donc bonne journée à toutes et à tous et puis on se retrouve bientôt sur la chaîne Exit PN.